Démarrer, je laisse donc la parole à Laurent Charles, voilà, donc le cofondateur de Enaline et notre CEO. Bonjour, merci Sébastien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je suis Laurent Charles, je suis le CEO d'Enaline. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme tous les ans, nous avons une release majeure de Tulip, Tulip 17 cette année. Et donc la session qu'on va avoir ce matin a pour objectif de vous présenter tout ce qui a été livré depuis un an dans Tulip, et puis de vous présenter tout ce qui va arriver dans l'année qui vient. Pour résumer rapidement, et ça vous sera présenté plus en détail par mes collègues. Donc, vous verrez comment mieux piloter et collaborer avec Tulip, avec des éléments relatifs à la recherche transverse, au tableau de suivi, avec quelques éléments d'IA avec Tulip. Un élément très important qui arrive avec Tulip 17, c'est tout ce qui est du requirement management. C'est une évolution majeure du produit. C'est une évolution présente et il y a tout un tas de choses qui vont arriver à l'avenir. Et restez bien jusqu'à la fin, puisque nous vous présenterons également une nouvelle façon d'apprendre et de découvrir Tulip. En avant-première, nous avons aussi une évolution de l'identité visuelle de Tulip. Donc je suis heureux de vous la présenter. Voilà, ça a été mis qu'une seconde à démarrer. Donc la nouvelle identité de Tulip, c'est une évolution du logo et c'est une évolution aussi de certaines couleurs. Et ce nouveau design, il sera déployé au cours de l'année, tout au cours de l'écosystème de Tulip et en particulier sur notre site web, bien entendu. Et je vous laisse maintenant avec Sébastien, Manuel et Maïté pour la suite de ce webinaire. Bonne journée à tous. Merci Laurent pour cette introduction et pour donc cette petite parole de bienvenue. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Donc, de quoi on va parler et qui aussi va intervenir. Voilà, donc vous avez eu l'intervention de Laurent pour cette partie accueil. Ensuite, il y aura Manuel Vasselet aussi qui vous fera des présentations, qui est notre CTO. Maïté qui va vous faire d'autres types de présentations, qui est notre CBO, voilà, donc Chief Business Officer, et moi-même, voilà, donc Solution Manager, pour vous faire des présentations. Donc justement, le sommaire. Eh ben, dans un premier temps, comme ce que vous a expliqué Laurent, on va parler de toute la partie pilotage et suivre. Voilà, donc c'est les éléments qu'on a mis en œuvre pour vous permettre justement d'améliorer toute cette partie pilotage et suivi. Voilà, ensuite, plus la partie collaboration. Donc, la collaboration pour pouvoir améliorer justement tous les différents échanges qu'il va y avoir au niveau de nos différents projets et de la réalisation de ces projets au sein de Tulip. Et pour terminer, ce sera la partie plus structure et formalisation, voilà, donc toutes les évolutions qu'il y a eu autour de cette partie-là. La dernière partie, c'est toute l'évolution sur l'accompagnement, les formations, la documentation, voilà, qu'on va faire un focus là-dessus, puisqu'il y a eu des évolutions importantes de ce côté-là. Alors, petite parenthèse sur la légende. Vous verrez qu'il y a ces 2 petites étiquettes qui apparaissent lorsque je vais présenter les différents slides. Donc la première, Now on Tulip 17, c'est tout ce qui est déjà présent, c'est que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. Il faut voir que les évolutions dont on va vous parler, une grosse partie ont été faites durant cette année. Et ensuite, il y a le what's coming, c'est-à-dire la suite et ce qui arrivera sur l'année suivante. Alors, premier point, la partie pilotage, la partie suivi. On va faire un focus ensemble sur 3 widgets particuliers qui ont subi de grosses évolutions. Le premier, c'est le Cross Tracker Search. Alors, le Cross Tracker Search, ça a été une évolution importante. C'est un tracker qui existait depuis longtemps, qui avait déjà subi les évolutions l'année dernière, et on a continué. Donc, je vais vous faire un focus là-dessus pour vous montrer justement tout ce qui a été mis en œuvre afin de vous faciliter toute la partie affichage et recherche multi-tracker. Deuxième point, ça va être tous les liens entre artefacts. Donc là aussi, on a simplifié le principe pour pouvoir faire des liens entre les artefacts. C'était un élément qui existait déjà aussi au Tulip 16, qui a été modifié cette année pour être maintenant mis en place sur toutes les différentes interfaces que vous avez avec vos trackers. Et on terminera par la partie time tracking. Pareil, un widget qui existait, qui a eu une évolution importante, notamment pour pouvoir simplifier toute la partie saisie et visualisation.
Donc on va démarrer avec un petit use case. Voilà, donc on va imaginer que je suis, un PO et que je vais vouloir afficher, toutes les user stories qui ne sont pas couvertes par un test. Voilà, donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ben, sur mon widget, je fais, avec le cross tracker search une requête particulière qui va m'afficher, toutes les user stories qui n'ont pas le lien avec, au moins un test. Donc là, on peut voir que j'en ai 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais traiter la première. Voilà, donc la requête a été faite, qui s'appelle uncovered user story, et là, je vais aller travailler la première qui s'affiche. J'affiche mon artefact, voilà, donc là, on retrouve l'interface standard. On va pouvoir voir au niveau des références, la partie lien, ici, où, je vais pouvoir aller sélectionner, donc c'est là la nouvelle interface des artefacts link. On va pouvoir sélectionner directement un tracker en particulier et un artefact que je vais vouloir relier à cet artefact-là. Donc là, entre autres, ça va être le test case qui s'affiche en premier. Donc je vais connecter le test case et l'autre particularité, c'est que maintenant on va pouvoir choisir aussi le type de lien qu'on va mettre en face. Puisque vous savez qu'on peut configurer autant de liens qu'on souhaite. Donc là maintenant, on va pouvoir sélectionner le lien, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, et ainsi compléter cette connexion et cette traçabilité entre les 2. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir le valider. Voilà, donc là, j'ai mon artefact qui a été rajouté, le lien qui a été défini, et à partir de ce moment-là, quand je vais recharger mon cross tracker search, il va m'afficher maintenant plus qu'une seule user story puisqu'il a détecté que j'avais maintenant un lien vers, un test case. Donc avec ce cas d'utilisation, ça nous permet de pouvoir, illustrer justement comment fonctionne et comment on fait interagir ces différentes évolutions. On va faire un peu le focus maintenant sur la partie cross tracker search. Alors, dans les épisodes précédents, c'est-à-dire, à l'époque, ce qu'on avait, c'était ça. C'était un cross tracker search qui était déjà prévu pour un objectif d'aller chercher des trackers, des artefacts sur différents projets, issus de différents trackers et de pouvoir avoir une vision complète. Il était limité, puisqu'on était limité à certains types d'affichage, notamment au niveau des colonnes et pareil, limité au niveau des recherches. Donc l'idée, ça a été de le refondre et de mettre en place un système de requêtes. Voilà, donc on peut voir ici, le select from where avec un order by qui va nous permettre sur le select, de pouvoir définir ce que l'on souhaite afficher sur notre cross tracker search. Donc voilà, ça va être le rendu. Ensuite, on va avoir où est-ce qu'on va le chercher, c'est-à-dire dans quel projet, sur quel tracker, dans quel programme, et de permettre ainsi d'aller chercher dans les différents éléments et dans les différents espaces de travail sur lesquels on est amené à travailler. Et sur lesquels, bien entendu, on a, les permissions pour pouvoir voir les informations dedans. Le where, où on va définir tous les filtres, et là, les filtres, on va pouvoir afficher, et on va pouvoir surtout faire des filtres sur les champs, à la fois les champs de la sémantique, mais des champs aussi que vous avez définis vous-même. Pareil sur le select, maintenant, on peut afficher les champs qu'on a définis, donc les champs personnalisés. Et puis le dernier, le order by, où on va, expliquer comment on souhaite afficher justement ces résultats et sur quel type de tri, on va définir cet affichage. Donc, voici le cross tracker search aujourd'hui. Vous voyez donc 3 grosses parties sur le widget. La première, celle du haut, ce sont des requêtes qui sont prédéfinies, que vous allez pouvoir utiliser. Dès que vous avez, chargé votre widget, vous pouvez cliquer dessus et une requête sera déjà prête à l'emploi. Ensuite, on va pouvoir définir des titres pour chacune de nos requêtes, ce qui nous permet de pouvoir les sauver et ensuite pouvoir y avoir un accès rapide. Et la requête en elle-même, voilà, où on retrouve le select from where et le order by. Donc on peut voir ici, sur cet exemple, je vais aller chercher des éléments liés, au titre, au statut, sur le projet en cours. Le self, c'est le projet en cours, donc c'est-à-dire que je peux aller en chercher d'autres si j'ai besoin. Et là, j'ai fait le focus uniquement sur un type de tracker qui va être une épique dans le cadre d'un projet de type Scrum. On affiche uniquement les épiques qui sont ouvertes, c'est-à-dire que là, j'affiche pas celles qui sont fermées. Et puis, on va filtrer par le titre. Et voici ce que ça nous donne. Donc là, j'ai mes 4 épiques qui s'affichent. C'est les 4 équipes qui sont actuellement ouvertes. On voit bien le statut open. Et ce que l'on va pouvoir faire maintenant, c'est
Eh ben, dépiler, c'est-à-dire qu'on a rajouté toute cette possibilité de pouvoir voir les liens entre les artefacts qu'on est allé chercher. Donc là, dans un premier temps, je vais vouloir afficher la hiérarchie, c'est-à-dire quels sont les enfants de ces différentes épiques. Donc, en cliquant sur la flèche, je vais pouvoir dépiler les pics, donc la première, et on voit ici toutes les user stories qui lui sont rattachées. Même principe, je vais pouvoir continuer à pouvoir explorer toute cette arborescence. Et notamment, avec les user stories, ben là, je vais pouvoir voir que je vais afficher d'autres types de liens. On retrouve le cover by, le covered by, celui que j'ai illustré lors du use case. Et puis, on va en trouver d'autres. Par exemple, un lien pour préciser que cette user story est embarquée sur telle release pour tel sprint. Donc, on va retrouver toute cette cartographie des liens entre eux, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir une vision sur un tableau de l'ensemble de cette organisation. Autre point important, c'est que tous ces résultats, on va pouvoir les exporter sur un fichier Excel. Donc, que ce soit sur le premier niveau de hiérarchie, le deuxième, au fur et à mesure où on a dépilé, on va pouvoir exporter tout ce que l'on a dépilé. Autre point important, c'est que le Cross Tracker Search est maintenant intégré à vos templates. C'est-à-dire que quand vous allez créer des nouveaux projets, notamment tout ce qui va être les projets Scrum, Kanban, etc., on a rajouté le Cross Tracker Search avec des requêtes prédéfinies afin que vous puissiez l'utiliser dès la création de votre projet. Voilà, donc vous le retrouverez ici sur le dashboard principal. Dès que vous allez utiliser le Cross Tracker Search, n'hésitez pas à aller voir la documentation en ligne, puisqu'elle est mise à jour à chaque nouvelle fonctionnalité qui est rajoutée sur cette fonctionnalité. Et dedans, il y a des exemples concrets. Voilà, donc ça vous permet de pouvoir voir justement comment est-ce qu'on crée des recherches sur des liens, par exemple, ou autres, et ça vous permet de pouvoir aller plus rapidement sur la création de vos requêtes. Sur la suite, je vais laisser la parole à Manuel qui justement va vous expliquer ce qui est prévu afin de pouvoir améliorer l'utilisation du Cross Tracker Search. Merci Seb. Donc effectivement, parmi les choses que Seb vous a présentées, il y a un élément qui reste complexe aujourd'hui à adresser, c'est le langage TQL. Parce que pour la petite histoire, en fait, le langage TQL, il a été conçu au départ pour adresser les besoins des profils assez techniques, des gens avec une petite compréhension de ce que c'est qu'un langage de query, avec des profils de type project manager. Mais on s'est rendu compte au cours de cette année qu'en fait, le widget Cross Tracker Search, il pouvait toucher beaucoup plus de monde, et notamment des personnes qui n'ont pas forcément ce background technique pour rédiger des queries TQL. Donc on a adressé une partie de ces problèmes avec la documentation, mais on pense qu'on peut aller encore plus loin, et c'est ce que je vais vous présenter avec notre Query Helper. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Hop, elle est là. C'est parti. Donc, globalement, je vais vous montrer comment on imagine créer une nouvelle query. Donc là, je vais faire une petite pause. Donc là, vous avez peut-être vu qu'il y avait un petit bouton AI Assistant qui est apparu dans l'interface et qui ouvre une fenêtre de chat qui va nous permettre d'exprimer en langage naturel ce que l'on veut obtenir en termes de requête TQL. Donc vous remarquerez d'ailleurs que là, je m'adresse en français à mon assistant, et il va tout à fait être capable de comprendre, même si l'interface est en anglais. Et donc je lui demande simplement, je veux toutes les queries non couvertes par des tests. Donc il y a, ça correspond à l'exemple que Seb vous donnait tout à l'heure. Et après avoir mouliné un petit peu, eh bien, il vous propose directement une query TQL qui est directement exécutable. Autre élément intéressant, toujours dans cette démarche d'apprentissage, c'est que eh bien, la query, elle vient pas juste brute de décoffrage, elle vient avec un certain nombre d'éléments qui vous expliquent pourquoi la query a été construite de cette manière. Donc c'est aussi un moyen pour vous de monter en compétence sur la rédaction de query TQL avec les aides qui sont fournies. Alors, donc ça c'est une première étape. On est
capable de générer une query TQL à partir d'une description, on voit un petit peu vague. On donne aussi la possibilité à l'assistant d'avoir une connaissance de la structure du projet, et ce qui permet notamment d'adresser la problématique de comment je vais rajouter mes champs spécifiques. Donc, parce que là, jusqu'à présent, on a du pretty title, du statut, du project name. C'est des champs qu'on appelle sémantiques, qui sont génériques et qui sont présents dans tous les projets. Mais la grande puissance de Cross-Tracker Search maintenant, c'est avec tous les champs de votre projet, de votre hacker. Et ça peut être des fois un peu difficile de les trouver. Donc, l'assistant, lui, il a connaissance de la structure de votre projet, donc vous pouvez simplement lui demander, là, par exemple, ajoute les informations forts, sans même savoir quel type de champ on veut de façon spécifique, et il va être capable de trouver automatiquement que dans mon projet, c'est du remaining effort et de l'initial effort. Donc, ce que vous voyez ici, qui ont été ajoutés directement dans la query. On clique sur Apply et ça nous donne le résultat directement dans l'interface. Donc ça, c'est un prototype aujourd'hui. Donc, on n'a pas pris le risque de faire de la démo en live, parce que vous voyez qu'avec le live, des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est une vidéo, mais c'est du vrai code qui tourne derrière et qui devrait arriver assez rapidement, on va dire, au début de l'année prochaine. On est preneur d'ailleurs de retours, notamment sur la nature des moteurs d'IA avec lesquels on serait susceptible de s'interfacer. Est-ce que vous utilisez du ChatGPT? Est-ce que vous utilisez du Claude? Est-ce que vous utilisez du Mistral? Est-ce que vous avez des solutions en interne? Avec quel type d'API? Donc ça, c'est des éléments qui sont assez intéressants, enfin même importants, pour savoir quel type de connexion il faut que l'on développe. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour manifester, si déjà ça vous intéresse, cette approche pour constituer des queries TQL et les éléments un petit peu techniques derrière pour nous aider à affiner ce prototype. Ensuite, un tout petit peu moins sexy, en tout cas un petit peu moins dans l'air du temps, mais tout aussi important, la query, enfin le widget Cross-Tracker Search ne va pas se contenter uniquement d'avoir un assistant AI, il va évoluer puisque en fait, Cross-Tracker Search, c'est un peu la pierre angulaire des développements autour des trackers dans les années futures de Tulip. Donc en fait, il y a tout un tas de fonctionnalités qui vont arriver, des petites, des moyennes, des grosses. On ne pourrait pas faire l'inventaire de tout ce que l'on va faire évoluer dans l'année qui vient sur Cross-Tracker Search, mais on va faire le focus peut-être sur ce qui est un peu sensible et critique pour vos usages au quotidien. Donc on reste sur la thématique de la couverture des tests et notamment un élément qui aujourd'hui n'est pas représenté dans Cross-Tracker Search, c'est la notion d'exécution, de test exécution. Les tests exec aujourd'hui ne sont pas représentés dans Cross-Tracker Search parce qu'en fait, c'est des artefacts un petit peu techniques qui sont plus ou moins cachés et qui ont une tête un peu bizarre, et quand on les affiche dans Cross-Tracker Search, en fait, le résultat n'est pas directement exploitable. En fait, la notion de test exécution, c'est un pont entre plusieurs choses, notamment entre un test et une campagne de test. Pour savoir si un test est passé ou pas, il faut savoir dans quelle campagne de test on l'a exécuté. Et en fait, la test exec toute seule ne sert pas à grand-chose. Donc la stratégie que l'on propose pour adresser ce besoin, c'est que quand on doit représenter une test exécution, en fait, on va combiner cette information avec l'information de campagne, c'est ce que vous voyez ici. Et vous voyez qu'à côté de la campagne qui est en dessous de mon test Crew, Usability and Interface, il y a une série de campagnes, il y a 4 campagnes qui sont exécutées, et en fait, vous voyez qu'il y a des petites choses qui ont changé. Il y a du stacking de labels, et une petite icône pancake à côté, qui signifie qu'en fait, la campagne, elle est combinée avec autre chose. Et quand on clique sur ce petit pancake, en fait, l'information est révélée, c'est-à-dire qu'en fait, on a un lien entre le test et la campagne via la test exec, et ça nous permet également d'avoir les informations, par exemple, le bug qui a été remonté lié au cas de test qui a échoué. Donc ça, évidemment, ça permet d'adresser les problématiques de matrice de traçabilité, qui sont des éléments évidemment centraux dans tout ce qui va être lié à la gestion des exigences, dont on parlera un tout petit peu plus tard.
Donc voilà pour les points essentiels par rapport, à Cross Tracker Search. Il y aura d'autres éléments, je vous l'ai dit. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais confier la suite à Seb pour vous parler time tracking. Merci Manuel. Donc, la suite sur la partie en effet plus time tracking. Donc, le time tracking, c'est un widget qui, pareil, comme le Cross Tracker Search, existe depuis un certain moment. L'idée là, c'était qu'on puisse le compléter. Qu'on puisse le compléter pour que nos utilisateurs, les équipiers et les projets puissent avoir une vision à 360 degrés de ce qui a été saisi au niveau du temps passé sur les différentes activités. Donc on va trouver 3 widgets spécifiques au niveau de la partie time tracking. Le premier, c'est ce qu'on appelle le people time tracking. Donc c'est celui qui va nous permettre de pouvoir consulter ce que l'équipe a consommé sur plusieurs projets. Donc on va avoir une vision sur les différents de nos équipiers et voir justement sur quels projets ils ont été amenés à saisir leur temps. L'autre point, c'est le personal time tracking. Celui-là, c'est un des nouveaux widgets qui va permettre, moi, en tant qu'utilisateur, d'aller saisir directement mes temps sur un ou plusieurs projets pour pouvoir et sur Tracker, pour pouvoir, justement définir les activités qui ont été réalisées sur une période donnée. Et le project time tracking, qui va nous permettre de pouvoir synthétiser l'ensemble. Voilà, donc on voit bien ici sur le schéma, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir saisir mes temps avec le personal time tracking. Avec le people time tracking, je vais pouvoir consulter les temps qui ont été saisis par les équipiers. Et ensuite, sur la partie project, c'est d'avoir une vision globalisée des activités qui ont été faites sur chaque projet. Donc, comment ça se met en œuvre? Ça va se mettre en œuvre, ces widgets sont surtout sur votre dashboard personnel. Vous allez ainsi pouvoir les ajouter. Donc, on peut voir ici, je les ai ajoutés sur un dashboard où j'ai mis les 3 widgets. Donc, le premier, celui du haut, c'est le personal time tracking, c'est celui où je vais saisir mes temps. Donc là, par exemple, je vais sur ce temps, sur cette activité, sur cet artefact en particulier. Dans le détail, je vais expliquer que j'y ai passé 2 heures et à partir de ce moment-là, je vais le valider, mon temps est ajouté et ça va mettre à jour, justement les synthèses, que ce soit ma synthèse personnelle où je vais passer de 13 heures, je vais passer à 15 heures, à 15h30. On peut voir au niveau du project time tracking, qu'il y a eu une évolution, sur le people time tracking, pardon, il y a eu une évolution sur mes activités à moi. Voilà, donc je suis passé en effet de 18h30 à 20h30 et sur le projet en question, qui est le Smart Bike, ici, on a rajouté 2 heures aussi. Maintenant, si je veux aller dans le détail, c'est-à-dire qu'au niveau du people time tracking, je vais vouloir voir mes activités et le détail de ce qui a été fait sur une période donnée. Donc là, on peut voir que sur cette période-là, donc sur une semaine, j'ai saisi sur 3 projets distincts mes différentes activités et le temps passé sur ces activités-là. Et je vais pouvoir faire pareil pour un collaborateur. Voilà, donc là, je vais pouvoir voir, lui, sur quoi il a travaillé sur la même période. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir toutes ces informations, de pouvoir les synthétiser et puis avoir un visuel, à la fois de pouvoir les saisir rapidement. Là, on peut voir que je n'ai pas changé de fenêtre et j'ai pu à la fois les saisir et les contrôler sur le même dashboard. Voilà sur la partie plus suivi et pilotage. Maintenant, on va parler de la structuration et notamment, on va faire le focus et un zoom sur la partie gestion des exigences dont vous a parlé Laurent à l'introduction de ce webinaire, qui est une évolution très importante qui est en cours de réalisation. Alors, la gestion des exigences, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on a fait toute la partie amont, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, si on prend un use case, implémenter un cahier des charges dans Tulip. C'est cette partie-là qui a été travaillée avec la mise en place de l'outil Artidoc que vous avez probablement vu ou utilisé. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous fasse une présentation là-dessus. L'idée, c'est quoi? On a un cahier des charges qui a été fourni par un de vos clients
Et ben, on va créer ce fameux Artidoc au sein de Tulip qui va nous permettre de pouvoir créer, par exemple, une liste d'exigences, de spécifications ou autres, qui eux-mêmes vont être ensuite implémentés par des artefacts au niveau de votre espace de travail et pouvoir avoir, leur cycle de vie au niveau de votre projet. On voit que là, la flèche, elle est à double sens, c'est-à-dire qu'on va à la fois les créer pour qu'ils viennent alimenter votre workflow et évidemment, au fur et à mesure de l'évolution de vie de ces artefacts, ils vont mettre à jour le document. Alors comment ça se représente, l'Artidoc? Vous voyez, c'est un type de document sur lequel on va pouvoir mettre en place une structure. Donc une des évolutions importantes qui a été mise en œuvre, c'est la possibilité justement de pouvoir faire plusieurs niveaux, de pouvoir structurer ce document sur plusieurs niveaux de titres. Donc par exemple ici, on a des exigences de sécurité à mettre en œuvre. Donc ce titre-là, au niveau 1, c'est ce que l'on appelle, au niveau de l'Artidoc, un free text, donc c'est-à-dire c'est un champ libre. On va pouvoir y saisir, mais il ne va pas être représenté par un artefact du côté de votre espace de travail. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer, toute cette structuration documentaire sur plusieurs niveaux, donc on va jusqu'à 3 niveaux, et ainsi créer une cohérence sur l'ensemble, de ce document, et on va ensuite le compléter avec les différents artefacts que l'on va créer à l'intérieur de ce document-là. Autre point qui est important, c'est-à-dire, comme ce que je disais tout à l'heure, vous avez créé votre artefact, au sein de ce document. Il va vivre sa vie de son côté, donc ça veut dire qu'il va y avoir tous les champs que vous avez rajoutés qui vont être modifiés. L'idée, ça va être de pouvoir les afficher. Donc maintenant, à partir de la configuration de ce document, vous allez pouvoir choisir les champs que vous souhaitez afficher dans le document à partir des artefacts qui y sont représentés. On peut voir ici, on va sélectionner tous les champs, donc il y aura les champs, standards et bien entendu tous les champs que vous avez rajoutés vous-même. Donc là, on peut voir ici, j'ai rajouté les champs et donc on a rajouté un statut, on a rajouté, une date par exemple, un type d'exigence et dans ce cas-là, tous les liens aussi qui vont être liés à cette exigence. Voilà, donc les cas de test, la user story qui l'implémente, éventuellement une anomalie, donc on voit bien que là, il y a eu de la vie qui s'est fait derrière et qui a fait évoluer cette exigence dans le temps. Une fois qu'on a mis tout ça en œuvre, donc c'est très bien, on l'a défini, on l'a mis en place, ça a fait son cycle de vie, et on va maintenant pouvoir l'exporter. Donc cet export, il va se faire sur un export en PDF où vous allez pouvoir définir vos templates et à partir, de ces templates, générer ce document. Voilà, donc là on peut voir ici, ça nous génère un document avec plusieurs types de pages, une page de garde, des en-têtes, des pieds de page et cetera, qui vont nous permettre de pouvoir, avoir, ce document exportable et ainsi, potentiellement pouvoir le livrer, à d'autres acteurs. Donc la partie template, elle est configurable, voilà, vous avez la main dessus pour pouvoir le configurer, pour pouvoir créer vos propres templates, autant que vous le souhaitez. Donc là, c'est sur la partie amont. C'est-à-dire qu'on a vu comment on a pu créer, alimenter notre espace de travail avec toute cette partie, via le cahier des charges, via les besoins utilisateurs. Maintenant, on sait tous que sur la gestion des exigences, d'une façon générale, il y a aussi, tout leur cycle de vie elles-mêmes, donc il y a à la fois leur cycle de vie de réalisation qui est géré, mais il va y avoir aussi le cycle de vie plus de version de ces exigences. Donc ce qu'on peut appeler aussi la gestion de configuration. On l'a analysé et au fur et à mesure, des rendez-vous qu'on a fait avec vous tous, des retours qu'on a eus au fur et à mesure de l'utilisation justement, de ces, de Artidoc et de ce besoin autour des exigences, on a identifié 3 axes sur la partie gestion des versions de ces exigences. La première, c'est vraiment le versionning du contenu. Voilà, donc ça, je vais y revenir, mais c'est l'idée de pouvoir tracer justement toutes les évolutions qu'il y a eu sur tel ou tel document, tel ou tel artefact. La variabilité qui va nous permettre de pouvoir avoir, la réalisation de plusieurs branches et la partie baseline qui va nous permettre de pouvoir avoir de la comparaison avec des références. Donc, premier point, la partie versionning du contenu. L'idée, elle est assez simple, c'est de se dire, on a notre artefact qui va vivre sa vie, qui va avoir plusieurs modifications et l'idée, ça va être, de pouvoir créer, comme n'importe quel document,
un versionning qui va nous assurer, de pouvoir avoir une historisation de ce qui a été fait et potentiellement aussi de lancer des comparaisons, entre, les différentes versions et les différentes évolutions qu'il y a eu, au cours du temps. Donc cette partie version, il y a un petit point, important et c'est là où on va vous mettre à contribution. C'est qu'à l'heure actuelle, vous avez la possibilité d'activer une maquette. On a mis en œuvre, cette maquette pour vous montrer justement, ce qui est prévu et l'idée c'est d'avoir, bah, votre feedback, pour pouvoir, s'assurer justement que, ben, vous vous y retrouvez et puis aussi, pour pouvoir avoir vos retours sur ce qui est mis en œuvre. Voilà donc là vous voyez, cette maquette, elle va vous montrer comment, on va gérer la partie version sur le côté de l'Artidoc et qui va ainsi, tracer les différentes modifications qui ont été effectuées, que ce soit des modifications, qui ont été faites au fur et à mesure, puis aussi au moment où on a défini une version proprement dit, avec un nom et avec une description liée à cette version. Donc pour activer cette maquette, vous n'hésitez pas à revenir vers nous et comme ça on pourra voir ça ensemble. L'idée c'est d'avoir vraiment vos retours là-dessus. Faut voir que toute cette partie versionning, on va travailler énormément ensemble, hein. On va beaucoup vous solliciter pour avoir vos retours, pour être sûr justement que la réalisation, bah, va justement dans la bonne direction. L'autre point sur la partie gestion des exigences et notamment toute cette partie, gestion de configuration, c'est ce que l'on a identifié sur la partie variant des exigences et la variabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit en mesure, bah, de pouvoir gérer du multiproduit et tout en assurant, bah, une traçabilité sur les exigences qui sont embarquées sur ces produits, donc sur ces fameux multiproduits, qui vont avoir, bah, une base commune et une base spécifique en fonction des clients, en fonction du marché, en fonction du contexte. Par exemple, prenons, un cas dans la défense où on va avoir, on imagine qu'on est sur, un véhicule, blindé et on travaille sur le système de commande, de ce véhicule. Sur ce système de commande, on va avoir toute une liste d'exigences et notamment, ben, on va faire le focus sur le protocole de communication. Une grosse partie de ce protocole de communication va avoir des fonctionnalités communes, voilà, au système. Mais par contre, on va créer 2 branches. Une branche pour la version France et une branche pour la version export. Pourquoi? Parce qu'une partie, de ces exigences vont être spécifiques en fonction justement du marché que l'on va cibler avec ce système. Donc là, on peut voir par exemple le protocole de communication, ben, on va avoir une cryptographie, particulière pour la version France que l'on ne va évidemment pas mettre pour la version export, où là on va mettre, une version, interfacée avec, bah, par exemple là les interfaces OTAN. Donc ce système va permettre de pouvoir gérer les éléments communs, tout en gérant ces fameuses branches, liées à un produit que l'on va du coup appeler un multiproduit. Et le 3e point sur cette partie à la fois versionning et évolution, bah, ça va être la partie baseline. Alors l'idée de la baseline, c'est quoi? C'est de créer des points de référence dans le temps, sur nos exigences. Voilà, donc on a toute une liste d'exigences, on décide de faire des photographies à un temps donné de ces exigences, donc de ces documents qui vont les regrouper et ça va nous permettre, d'être utilisés en tant que référence dans le cadre de comparaison ou de réalisation du produit en lui-même. Par exemple, pareil, on est sur un logiciel, de contrôle, toujours dans la défense. On a fini toute la phase de conception. On va de ce fait, à partir de ce moment-là, bah, faire une photo de tout ce qui a été conçu avec toute la liste des exigences. On peut avoir plusieurs centaines d'exigences qui vont composer cette baseline, qui a été établie à la fin de la conception. Ça permet d'assurer justement qu'on va tous travailler sur la même base et ainsi, ne pas avoir, bah, de modifications involontaires qui pourraient, provoquer, bah, des éléments qui seraient plus cohérents avec le reste de la réalisation. Et notamment, bah, on voit ici toute la partie certification va se baser sur ce 1er snapshot. Ensuite, la phase de développement. Et ben, pendant toute la phase de développement, l'équipe de développement va utiliser cette référence-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste sur cette baseline et potentiellement, eh ben, il va peut-être y avoir des évolutions qui vont se faire en parallèle,
Mais pour le moment, c'est celle-ci qui sert de référence. Et à la fin, au moment de la validation, on va voir qu'il y a eu des évolutions qui ont été mises en œuvre. On a fait quelques itérations avec le client et de ce fait, il y a eu des modifications particulières sur certaines exigences. On va créer une nouvelle baseline suite à la revue client. Et à partir de là, on va les comparer et pouvoir faire une analyse d'impact poussée avec tous les différents impacts qu'il y aura via la traçabilité qui est déjà prévue avec Tulip sur les autres éléments de votre projet. Donc, ces 3 axes, ça va être des axes d'amélioration sur justement toute cette partie gestion des exigences. Et comme je l'ai expliqué sur la première partie qu'on est en train de mettre en œuvre sur le versionning, on vous sollicitera pour pouvoir avoir des cas d'usage et ainsi s'assurer que ça puisse correspondre avec ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Voilà, donc maintenant je vais redonner la main à Manuel qui va vous expliquer toute la partie à la fois structure et commentaires et collaboration autour de Artidoc. Merci Seb. Donc effectivement, la partie gestion des versions, c'est un élément qui est structurant pour la partie gestion des exigences. On n'oublie pas non plus que sur la partie gestion des exigences, la partie édition du document et interaction avec le document reste un élément important et sur lequel il y a également des évolutions qui sont prévues pour continuer cette phase amont dont parlait Sébastien. Donc, il va y avoir 3 points spécifiques, comme pour Cross-Tracker Search tout à l'heure. Je ne vais pas détailler l'ensemble des modifications qui sont prévues, mais je vais faire un point sur les 3 éléments clés et qui sont des éléments attendus sur le sujet. Donc, le premier élément, vous le voyez, en plein centre, c'est le support des tableaux, grosse demande qui est présente depuis un moment, on en est bien conscient. La présence des tableaux, elle a aussi un impact majeur sur l'outil parce que Artidoc, ce sont des sections free text, ce sont également des sessions artefacts, ce qui veut dire qu'en fait, quand on ajoute la gestion des tableaux dans Artidoc, il faut également qu'elle soit implémentée partout ailleurs où on va manipuler des artefacts. Notamment l'artefact view, c'est également le cas de l'artefact modal, de l'API REST. Mais en fait, il faut faire une modification globale et cohérente pour que ces tableaux soient rendus de la même façon et qu'on ait les mêmes types d'interactions sur l'ensemble des interfaces de Tulip. Dans les autres éléments qui sont également visibles sur ce mock-up, on a la partie commentaires. Donc la partie commentaires, c'est les petites têtes que vous voyez apparaître un petit peu à gauche, à droite dans le document, et également les threads de messages qui sont sur la droite. Donc là, c'est également une phase extrêmement importante d'un document de spécification, ou même de tout document un petit peu formel. C'est qu'à un moment donné, on a besoin de pouvoir échanger avec ses pairs sur le document, et donc le plus simple, ça reste quand même de pouvoir le faire inline. On est toujours dans une phase de coélaboration et donc pour aller plus loin aussi dans la coélaboration des documents, il y a toute la partie temps réel qui vient avec cette notion de commentaire, c'est de pouvoir coélaborer le document, y compris évidemment sur la partie artefact avec tous les éléments que ça implique d'un point de vue technique de gérer de la mise à jour et de l'édition en temps réel et partagée de l'artefact. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, capacité d'édition. On a également de l'assistant qui est prévu dans Artidoc. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo. Et cette fois, cette vidéo, elle sera sur un mock-up. Donc, l'idée de l'assistant sur Artidoc, c'est globalement de donner plus de puissance aux personnes qui vont éditer des documents pour se faciliter la vie et traiter les problématiques du quotidien quand on a affaire avec de la documentation. Donc, je vais vous montrer 2-3 exemples, mais vous comprendrez vite là où on veut arriver. C'est globalement faire de la modification de texte. Donc là, on est sur de la traduction. Donc, on a une petite barre d'outils qui apparaît sur la gauche. On lui a préprogrammé un certain nombre de changements structurels. Donc là, c'est de la traduction. Le moteur d'IA travaille derrière, vous propose des modifications.
évidemment, vous relisez et si vous êtes d'accord, vous validez et sinon, ben, vous pouvez itérer sur les différents changements. Ensuite, on a également la possibilité de faire de l'ajout. Donc là, c'est la deuxième partie, c'est je veux que l'IA m'aide à générer une partie de mon document. Donc ça peut être proposer des critères d'acceptance à partir d'un certain nombre de règles. Ça peut être aussi un cas assez classique du style j'ai mes critères d'acceptance et je veux pouvoir générer des cas de test à partir de ces critères d'acceptance. Donc là, on est directement dans le document, on interagit avec le moteur d'IA qui nous propose des modifications. De la même façon, on les accepte ou pas. Et enfin, la dernière étape, elle se passe sur la droite. Donc on a un petit assistant qui apparaît dans la sidebar. Et là, cette fois, l'idée, c'est plus de proposer quelque chose au niveau du document global, c'est-à-dire pouvoir faire la traduction de l'ensemble du document, de pas forcément travailler sur une partie, sur une section spécifique, de faire de la relecture, du proofreading, etc. On peut également aller un peu plus loin en proposant carrément de revoir un document comme du point de vue d'un auditeur. Par exemple, là, l'exemple, c'est revois-moi ce document comme un auditeur ISO 26262. Donc l'idée, ça va être après que l'IA puisse aller poser des commentaires. Donc on s'appuie sur le système de commentaires que je vous ai présenté juste avant. Et c'est l'IA cette fois qui va aller mettre des commentaires en disant cette partie-là, elle n'est pas claire, ou alors cette partie-là, elle est en contradiction avec ce point de la norme, etc., etc. Donc ça permet aussi d'améliorer la qualité des documents et de réduire les surprises au moment des audits. Donc voilà ce qui est dans les plans par rapport aux évolutions d'Artidoc. En termes de planning, on est plutôt à travailler d'abord sur la partie gestion des versions, gestion des variants et gestion des baselines, puis travailler sur l'assistant. Alors, comme vous savez, des fois, on fait des petits arbitrages et il peut y avoir peut-être des petits bouts d'assistant ou des petits bouts de modification de l'éditeur qui pourraient arriver avant, mais globalement, pour nous, le plus important aujourd'hui, c'est la partie structurelle du document et du use case requirement management, et ensuite, dans l'année, la partie assistant et édition. Et je vais transitionner sur notre troisième point, qui est de mieux collaborer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mieux collaborer? Dans un premier temps, ça va vouloir dire de proposer une interface plus cohérente et une expérience utilisateur unifiée sur des points qui sont critiques pour la collaboration et l'utilisation de Tulip. Notamment sur la partie tableau de cartes. Alors, les tableaux de cartes, on en avait déjà un petit peu parlé l'année dernière. On a fait un certain nombre d'interviews utilisateurs cette année pour bien cerner toute la problématique. Et globalement, le résultat de cette analyse, c'est que on a besoin d'avoir une phase d'homogénéisation des tableaux de cartes dans Tulip. Aujourd'hui, des tableaux de cartes dans Tulip, vous avez le taskboard, vous avez le cardwall, vous avez le Kanban, vous avez le rendu cardwall au-dessus des trackers, et il y a des petites subtilités dans chacun de ces rendus de type carte qui facilitent pas la collaboration, parce que, sauf à être un expert de Tulip, on ne sait jamais exactement quelles fonctionnalités sont disponibles où. Donc on veut adresser cette problématique pour homogénéiser l'interface, homogénéiser l'expérience utilisateur pour que où vous soyez, quand vous voyez une carte, vous sachiez exactement tout de suite, dès le premier jour, comment vous allez pouvoir interagir avec, et quel que soit l'endroit où vous voyez une carte, en fait, elle fonctionne toujours de la même façon. Donc là, c'est un mock-up, encore une fois, qui représente une vue hybride entre le rendu de type tracker enfin plutôt un rendu au-dessus d'un tracker du taskboard. Donc c'est une évolution de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de rapport de type cardwall, pour avoir les mêmes types de fonctionnalités. Donc ça, c'est l'ambition. Je ne vous cache pas qu'elle est relativement large parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Et parmi ces choses à faire en termes d'unification, c'est qu'on a besoin d'adresser une problématique plutôt technique, mais qui a des conséquences en termes d'UI. C'est que vous savez peut-être que dans Tulip, il y a deux types de rendus qui sont connus sous le nom de Flaming Parrot et de Burning Parrot. Donc en fait, c'est le nom des thèmes de Tulip. Et le Flaming Parrot, en fait, c'est le vieux thème. Il est là quasiment 10 ans. Je crois qu'il a été introduit en 2014. Et en fait, quand on doit faire des modifications du X aujourd'hui, si on veut faire une modification, il faut le faire sur les deux thèmes, sur le thème moderne, celui qu'on voit ici, et le thème Flaming Parrot. Donc, ce qui nous ralentit et qui rend les choses, enfin, qui rend l'UX pas très homogène et la UI parfois vraiment très très datée. Donc, avant de pouvoir faire toutes ces modifications, notamment sur les tableaux de cartes, on a une première passe qui est de se dire on met fin à Flaming Parrot pour n'avoir que des pages en Burning Parrot. Donc là, l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est la transformation du File Release Manager. Donc peu d'entre vous le connaissent, mais ceux qui le connaissent savent que c'est une des interfaces les plus datées de Tulip, qui est vraiment, alors si vous êtes curieux, vous pouvez aller le voir si vous n'avez pas encore mis à jour en 17.0, à quoi ça peut ressembler. Là, c'est la transformation avec le thème Burning Parrot, avec une cohérence graphique, aussi une cohérence en termes d'UX qui va nous permettre d'aller plus vite, même si aujourd'hui, forcément, aller transformer des vieilles pages, c'est peut-être pas forcément le truc le plus, le plus sexy de la Terre. Et une fois qu'on aura un thème homogène, on pourra aller plus vite sur les différentes transformations et adresser les chantiers de collaboration dans Tulip. Et pour conclure cette session, je vais passer la main à Maïté qui va vous parler de comment on va encore mieux vous accompagner sur Tulip. Merci Manuel, bonjour à tous. Donc on a beaucoup parlé des fonctionnalités et des nouveaux usages qu'il va y avoir dans Tulip. On a aussi mis en place un certain nombre de choses pour vous accompagner sur cette prise en main de Tulip. On sait que c'est pas forcément évident au premier abord parce que l'outil est très complet, très customisable et on souhaitait travailler sur cette prise en main. Donc on a lancé, elle est disponible dès aujourd'hui, une base de connaissances qui est en 2 parties et qui va permettre d'avoir vraiment un meilleur accès au savoir et aux connaissances de Tulip, le tout de manière un peu plus collaborative. Donc cette base de connaissances, elle est ouverte à tous, elle est accessible librement, sans connexion, sur l'URL help.tulip.com que je vous montrerai juste après. Elle est disponible en français et en anglais. Aujourd'hui, nous n'avions qu'une documentation plutôt orientée technique en anglais. Donc, nous aurons désormais une base de connaissances orientée utilisateur en français et en anglais. Dans cette base de connaissances, vous retrouverez des articles, des démos pratiques, des FAQ et une mise à jour du contenu au fur et à mesure des différentes releases. En plus de cela, on se base sur une recherche en langage naturel avec un assistant IA, ce qui vous permettra de poser directement vos questions et pas forcément d'aller chercher dans l'ensemble des pages pour trouver la réponse à votre question. En plus de cette base de connaissances ouverte, nous aurons une partie premium qui va remplacer les e-learning existants qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, dans laquelle on aura des formations guidées avec un accès aux plateformes d'entraînement avec des ateliers, des quiz en ligne et également pour vos équipes des parcours certifiants sur 3 niveaux qui seront disponibles au fur et à mesure de l'année pour permettre d'avoir voilà, de valider les différentes connaissances que les équipes peuvent avoir sur Tulip. Donc je vais vous montrer cette base de connaissances. Voilà, donc elle est disponible sur l'URL help.tulip.com. Vous pouvez y aller dès maintenant, dès la fin de cette présentation, en français et en anglais. Donc vous pouvez jouer sur les langues. Et donc pour le moment, nous avons de disponible le parcours Nouveau sur Tulip, qui est vraiment orienté pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas administrateurs dans un premier temps. Et donc vous avez la présentation de Tulip, la configuration et les premiers pas avec Tulip.
Vous avez, les articles se présentent toujours de la même manière. Vous avez sur le côté gauche, la navigation au sein de la plateforme et vous avez sur le côté droit la navigation au sein de l'article. Vous pouvez vous abonner aux articles, vous pouvez les partager sur LinkedIn ou par mail et vous pouvez également les exporter en PDF ou les imprimer. Dans ces articles, donc, vous avez toutes les explications sur le sujet donné. On a souhaité avoir quelque chose d'assez interactif parce qu'on sait que quand on lit ou quand on regarde des vidéos, on n'a pas exactement la même prise en main. Donc, on a mis en place des démos interactives que vous pouvez voir ici. Et en fait, on vous guide dans les parcours qu'il faut accomplir sur cette plateforme. Donc là, vous voyez un cas par rapport au dashboard. Et donc, c'est quelque chose que vous allez retrouver très fréquemment sur l'ensemble des articles qui sont sur la plateforme, à côté de choses plus classiques comme des copies d'écran, des copies d'écran. Nous avons également mis en place un glossaire, donc quand les mots ne sont pas forcément connus, vous pouvez les visualiser en survolant le mot et des FAQ, pour répondre aux questions les plus fréquemment posées. Ce qui est très important pour nous, donc on lance cette base de connaissances, c'est d'avoir vos retours et vous pouvez les faire directement, dans la base, en indiquant si l'article vous a été utile, s'il a répondu à vos questions et préciser éventuellement ce qui manque. Nous, ça va vraiment nous permettre d'améliorer les articles, de rajouter dans les FAQ les questions que vous pouvez vous poser pour que, au fur et à mesure, ça soit vraiment, l'outil central quand vous vous posez une question sur Tulip. Vous pouvez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, faire des recherches, donc des recherches, avec cette barre de recherche en haut qui vous permet de chercher à la fois avec un assistant IA et à la fois de manière plus classique. Donc là, vous avez, l'assistant Eddy, qui, vous propose une réponse et vous avez également, le lien vers l'article qui permet d'y répondre. À noter également que vous pouvez, interagir avec l'intelligence artificielle pour dire, «Va plus loin, j'ai pas tout compris», donc vraiment avoir ces échanges ou directement aller lire l'article, en fonction, de ce que vous préférez. Je vais maintenant vous montrer la partie premium, donc celle-là, elle nécessitera, un login et elle sera disponible, par rapport aux souscriptions que vous aurez. Donc vous voyez qu'il y a toute une partie qui s'est affichée en bas dans la structure de l'article, partie premium, heu et dans cette partie-là, vous aurez, des quiz, donc qui vous permettront, de valider la bonne compréhension de ce que vous avez lu sur la page avec, voilà, avec des validations, de si vous avez juste ou faux, donc en fonction des thèmes, plusieurs questions qui sont posées et vous aurez également, en dessous des ateliers, qui seront guidés donc pour que vous puissiez vous entraîner sur une plateforme de test à faire ce qui est décrit, dans l'article. Donc voilà pour la plateforme. Au niveau du déploiement, donc ce qui est déjà disponible, comme je vous l'ai montré, c'est le parcours nouveau sur Tulip. Pour ceux qui connaissent les e-learning, c'est l'équivalent du e-learning E101 qui dure à peu près 2 heures. C'est vraiment destiné aux utilisateurs qui aujourd'hui ne sont pas administrateurs de projet. D'ici février 2026, on va déployer le parcours Utiliser Tulip, donc l'équivalent de l'e-learning E401 qui est, et un peu plus parce qu'il y aura toutes les nouveautés, qui durent aujourd'hui à peu près une vingtaine d'heures. Et là, la cible, c'est vraiment les utilisateurs qui sont administrateurs de projets et donc qui vont faire toute la configuration des projets Tulip. Et on mettra également en production à ce moment-là les certifications Nouveau sur Tulip et Utiliser Tulip. Et sur le mois de mai 2026, nous prévoyons un nouveau parcours qui est le parcours administrateur Tulip, qui a pour cible les administrateurs de plateforme et qui aura lui aussi une certification administrateur Tulip qui pourra être mise à l'apprenant. Donc tout est disponible dès aujourd'hui sur help.tulip.com et voilà, comme dit précédemment, n'hésitez pas à nous faire vos retours, sur cette nouvelle manière de découvrir Tulip que nous lançons.
Donc nous arrivons à la fin de cette séance. Aujourd'hui, on vous a parlé, de plein de choses et plus particulièrement, du cross tracker search et du requirement management. Nous allons approfondir ces sujets, notamment dans le cadre, du cross tracker search d'une démo, qui aura lieu, le 18 décembre à 11h. N'hésitez pas à inscrire dans le chat démo XTS pour qu'on puisse vous envoyer l'invitation et vous les verrez de toute façon passer dans nos différentes communications. L'idée, c'est de vous refaire une démonstration et que vous puissiez interagir directement sur des cas concrets sur le Cross Tracker Search. Et nous aurons également un workshop sur le Requirement Management le 22 janvier à 11h. Et qui vous permettra également d'interagir et de poser vos questions et aussi de faire vos retours sur tout ce qui a été fait, présenté et de présenter vos cas concrets. On va maintenant répondre à toutes vos questions que vous avez posées au fur et à mesure dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez d'autres qui viennent et je vais laisser donc la place à Manuel et Sébastien qui vont répondre aux questions. Donc, je vais recommencer sur la partie du début. Sur le Cross Tracker Search, est-ce qu'il sera possible d'avoir des jointures? Alors, possible, peut-être. Est-ce que on a envie de le faire? La question se pose. En fait, et il faut voir que derrière, la complexité induite par les jointures peut rapidement être assez élevée et pour à peu près toutes les features, en fait, il faut qu'on ait une approche risque-bénéfice par rapport à la complexité que ça introduit par rapport au langage TQL, à la complexité des requêtes aussi derrière et au temps d'exécution. Donc il faut déjà qu'on vérifie la faisabilité, parce que techniquement le langage pourrait le supporter, il faut qu'on vérifie la faisabilité de la chose, l'acceptation en termes de complexité que ça introduit sur les requêtes, même si avec l'assistant, les choses pourraient évoluer de façon un petit peu différente. Et globalement, le maître mot, c'est vérifier notamment qu'en termes de performance, on arrive à avoir des résultats qui soient satisfaisants. Donc l'alternative étant, par rapport aux jointures, de se baser soit sur l'API pour aller extraire les informations directement, ou alors de passer par une phase de transformation, et notamment de pouvoir transférer dans des outils comme Power BI, etc., pour faire les jointures à la main. Toujours sur le Cross Tracker Search, on a dit que c'était désormais intégré nativement dans les templates. Comment avoir ce widget pour les projets déjà créés? Alors, pour les projets déjà créés, vous pouvez le rajouter vous-même, c'est-à-dire que dans chaque dashboard, les administrateurs de projets peuvent rajouter un widget Cross Tracker Search. On s'est posé la question de jouer un peu les forceurs et d'aller poser le widget Cross Tracker Search dans tous les dashboards. Aujourd'hui, on s'est pas encore permis de faire ça parce que on sait pas exactement plutôt l'acceptation d'un point de vue client, savoir si on peut aller modifier des dashboards déjà existants, puisqu'en fait on pourra pas placer, les dashboards, ils peuvent ressembler à plein de choses, et notamment des choses auxquelles on n'a pas prévu qu'on n'a pas forcément anticipé. Et donc aller placer un widget de force n'importe où, ça peut avoir des conséquences sur les dashboards. Donc pour l'instant, on n'a pas encore pris cette décision. Et également, on l'a pas prise parce que par rapport aux éléments que je vous expliquais sur la complexité de TQL, c'est que si on force l'utilisation d'un widget, mais que ce widget il est difficilement utilisable pour une partie de la population, on risque d'avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, encore une fois, ça va peut-être dépendre aussi de l'évolution de l'assistant pour faciliter l'usage de Cross Tracker Search. Si ça devient trivial d'utiliser Cross Tracker Search, on se permettra peut-être d'aller le poser un petit peu partout. Toujours sur Cross Tracker Search, est-il possible d'obtenir des ruptures pour la présentation des résultats de requêtes? Des ruptures? Pour aller grouper, peut-être? Des ruptures, je vois pas ce que c'est des ruptures. Si la personne qui a
qui a, Avec le groupe Bail, je pense. peut préciser sa On peut peut-être question. passer à la Ouais. prochaine et puis on Et sinon, peut-on avoir un dump SQL d'une instance MyTulip pour pouvoir faire des queries SQL de notre côté? Non. La réponse est simple, vous n'aurez jamais accès au dump SQL des instances en cloud. Ce n'est pas possible qu'on vous donne ces accès. Sera-t-il possible dans le Cross-Tracker Search de pouvoir filtrer les résultats et rendre dynamiques les recherches? Par exemple, pouvoir voir les user stories ouvertes sur une période donnée pour un équipier donné et donc avoir une liste des équipiers dans un genre de liste déroulante qui viendrait mettre à jour dynamiquement la requête utilisée. Ouah, grosse question. Je suis pas sûr de l'avoir retenu en entier. Alors, que ce soit une mise à jour dynamique. Alors, il y avait la partie dynamique. Je ne sais pas si la question c'est par rapport à du temps réel. Oui, ça fait partie des réflexions qu'on a aujourd'hui par rapport à Cross-Tracker Search, que le tableau se mette à jour sans avoir à relancer la requête. Pour l'instant, c'est pas dans les éléments de très haute priorité, mais c'est déjà identifié. Par rapport à la constitution de listes, j'ai du mal à voir le use case. Je ne sais pas si c'est par rapport à la gestion des groupes. Du coup, on peut en effet, à l'heure actuelle, ce qu'on pourrait faire dans un cas comme ça, c'est par exemple si on veut afficher les temps pour, enfin les user stories assignés à certaines personnes, on peut faire autant de requêtes qu'on souhaite. Et en effet, le côté liste déroulante, ce sera la liste des requêtes que l'on a créées et qu'on va pouvoir choisir. Et là, il va du coup aller afficher les résultats en fonction des requêtes que l'on a définies. Donc, après, la recherche en elle-même, comme elle a été exprimée, oui, elle est faisable. Et après, on peut en créer plusieurs pour pouvoir ensuite affiner et dire je veux afficher que eux ou que eux. Est-ce qu'on pourra avoir des graphiques à partir des Cross-Tracker Search? Oui, comme je l'ai dit, en fait, Cross-Tracker Search a pour vocation d'être un peu la pierre angulaire du futur de l'interaction des trackers dans Tulip. Donc, ce qui existe aujourd'hui en termes de fonctionnalités au-dessus des trackers a pour vocation de se retrouver d'une façon ou d'une autre par-dessus Cross-Tracker Search. On ne va pas faire les graphes tels qu'ils existent aujourd'hui sur les trackers par-dessus Cross-Tracker Search, on fera évidemment mieux, mais c'est le but à terme. Par contre, je ne vous fais pas de fausses promesses. Pour l'instant, dans le cycle Tulip 17, c'est pas la top priorité, les graphiques par-dessus Cross-Tracker Search. Pour l'instant, nos différentes études et les différents points utilisateurs qu'on a pu faire nous montrent que c'est plutôt le rendu de type carte par-dessus Cross-Tracker Search qui semble être le plus prioritaire. Alors, un peu de précision sur les ruptures, c'est par exemple dans les sprints, je veux voir toutes les user stories rattachées, mais regroupées par feature de rattachement. C'est une sorte de groupe by au final. Je pense que c'est déjà possible avec du EasyLink2 et avec l'affichage des... Il faudra probablement... je réfléchis, hein, j'ai pas forcément été exposé au cas. Je pense que ça peut peut-être se faire via en renversant la problématique, c'est-à-dire en filtrant les épiques et en faisant afficher les user stories auxquels ils sont rattachés. Oui, c'est ça. C'est que là, après, en jouant voilà, sur ce système de lien, on a la possibilité, là, pour le coup, ça serait en effet, on afficherait toutes les features, la possibilité de pouvoir y dérouler les user stories, et en effet, préciser la features à quel sprint elle est rattachée et faire comme ça une requête particulière pour ce sprint. En tout cas, parmi les choses qu'on n'a pas évoquées pour le moment dans dans les nombreuses, il a fallu faire du tri dans ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Une façon d'adresser le problème serait peut-être une fonctionnalité à laquelle on réfléchit aujourd'hui, qui est d'introduire la notion de filtre des liens. C'est-à-dire que on prévoit d'ajouter une notion, l'idée, ce serait qu'au niveau du langage SQL, vous puissiez dire j'ai ma requête qui filtre mes résultats au premier niveau et je rajoute un filter links with et que ce with permette d'exprimer des contraintes sur les artefacts qui sont liés. Donc ça répond aussi peut-être dans une certaine mesure à la jointure
en le faisant de façon peut-être plus spécifique. Le besoin couvert par ça au départ, c'est de dire, aujourd'hui, quand on affiche les liens d'artefacts, ça peut rapidement être brouillon quand on a beaucoup de liens, et on a souvent besoin de se concentrer sur un type spécifique. Par exemple, je veux voir la hiérarchie de mes artefacts, je veux voir les epics, les user stories, les tâches et que sais-je, ou alors je cherche mes user stories, je veux voir ce qui est covered by, mais je n'ai pas besoin de voir les tâches, par exemple, ou les parents. C'est pour adresser ce type de besoin qu'on réfléchit à la notion de filtre sur les liens, et ça permettrait peut-être d'adresser ce use case de groupe by. Question sur le time tracking. Sur quoi les temps vont-ils être imputés? En fait, c'est sur des artefacts à chaque fois. En fait, on impute sur des artefacts, c'est groupé par des trackers et par les projets auxquels ils sont rattachés. Question sur, donc là on la passe plutôt sur la partie requirement management. Dans le cas de la duplication d'un artidoc, pardon, comment serait géré le versionning? Est-ce qu'il y aurait la suppression de l'historique du document primaire ou la conservation de cet historique? Alors clairement, ça fait partie des use cases sur lesquels on va être très preneur de retour, de comment ça doit être géré, parce qu'on ne prétend pas avoir la science infuse, et de savoir comment ça doit être géré. Aujourd'hui, les éléments qui ont été identifiés, c'est qu'il y a deux possibilités. C'est la possibilité de repartir de zéro, c'est-à-dire que la duplication d'un artidoc correspond à la duplication des artefacts qui sont derrière, et donc derrière, ce serait une copie d'artefact, et donc on repartirait de l'état courant de l'artefact qui correspondrait au début de l'historique du nouvel artefact, et donc du nouveau requirement. Mais on a aussi le use case où sur par exemple des exigences qui viendraient de corps de normes, par exemple, une norme, elle évolue pas tous les 4 matins, et on va probablement faire les mêmes évolutions d'un d'un produit, avec des exigences de corps de normes qui n'ont pas bougé. Donc là, ça aurait pas forcément de sens de dupliquer systématiquement et de perdre l'historique de la chose, et on pourrait lier. Et on peut très bien imaginer que, alors en termes d'interface, ça risque d'être d'un autre niveau de complexité que de choisir soit je veux lier, soit je veux dupliquer. Mais on pourrait imaginer qu'au moment de la duplication, on offre le choix de dire est-ce que artefact par artefact ou section par section, est-ce qu'on veut dupliquer ou est-ce qu'on veut hériter? Toujours sur Artidoc, est-ce qu'il est possible de détecter des blocs de texte dupliqués? Aujourd'hui, c'est pas possible, mais je suis intéressé de discuter du besoin et qu'on voit si ce besoin est partagé et s'il a une pertinence à être généralisé dans l'usage d'Artidoc. Alors, une dernière question avant-dernière. Sur les widgets time tracking, est-il possible d'afficher le détail des imputations par personne à un niveau plus fin que par projet? Ça, je me rappelle plus. Alors ça va, en fait, on va avoir, en utilisant le people time tracking, on va avoir en effet la liste des personnes. Donc là, l'idée, oui, ce serait d'avoir par projet tous les artefacts qui ont été saisis. Là, à l'heure actuelle, c'est en effet global. On voit qui a saisi sur ces projets-là. Après, on peut aller sur les personnes pour voir en détail ce qu'elles ont saisi dessus. Il y a un autre point aussi que j'ai pas montré, mais sur la partie time tracking, on peut aussi faire des recherches sur des projets spécifiques. Voilà, c'est-à-dire que là, moi, ce que j'ai montré, c'est sur tous les projets, mais on peut filtrer sur un projet en particulier, et là, ça va nous permettre de pouvoir avoir plus de détails sur ce projet-là. Parfait. On est arrivé au bout des questions. Il y avait une dernière question sur la base de connaissances, à laquelle je vais répondre. Les clients étant déjà on-prem, sont-ils des clients premium sur, la base de connaissances? Non, ce n'est pas le cas. Ça sera, une souscription, supplémentaire, en tout cas un accès, un peu comme les e-learning aujourd'hui, pour accéder à cette partie.
Donc, nous sommes arrivés à la fin des questions. Il y aura bien sûr un replay de disponible et on vous envoie également un formulaire pour voilà, partager vos avis sur cet événement et vous pourrez également indiquer dans ce formulaire si vous êtes disponible pour échanger avec nous sur notamment les questions qu'on a posées autour de l'intelligence artificielle et du versionning. Donc, n'hésitez pas dans ce formulaire à indiquer si vous avez du temps pour cela. On vous remercie pour votre participation. Désolée pour le petit point technique qu'il y a eu au début et on vous souhaite un excellent repas. Ouais. Bon appétit à toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir.